La première caricature, la première catastrophe, c'est, je dirais, à 80%, c'est-à-dire c'est la litanie politiquement correcte du consensuel, que les gens exècrent. C'est-à-dire qu'il y a un robinet d'eau tiède qui resserre en permanence sur toutes les chaînes, sur toutes les radios, sur tous les médias, sur tous les journaux, dans tous les journaux, le même discours, le discours des élites bien pensantes. Hein, alors on est... Ce qu'on appelle la pensée unique, quoi. Oui, ce qu'on appelait, vous vous souvenez, voilà, c'était l'idée de Séguin, ça, la pensée unique lors de la présidentielle de 95. Lors de la présidentielle de 95. Et du référendum 92. Exactement. Donc c'était exactement ça. Et donc on a à 80% un espace comme ça médiatique qui est saturé par ce discours-là, qui est en fait, moi je dis, alors Séguin disait la pensée unique, on dit le politiquement correct. C'est plus vrai de dire le politiquement correct, parce que quand vous savez l'historique de le politiquement correct, en 2 mots, ça vient des universités des années 60 américaines, de la contre-culture américaine, qui était la contre-culture des minorités, les minorités noires, féminines, homosexuelles, mexicaines, exactement, contre l'élément dominant, blanc, national, américain, incarné par Nixon, protestant, etc. C'est là que c'est né le politiquement correct, et c'est là que ça s'est répandu en France à partir des années 70, à partir du moment où la génération 68 a petit à petit pris les manettes de notre société. C'est pour ça que je dis, moi, en fait, ce politiquement correct, moi, plutôt que la pensée unique, je préfère le consensus 68A. En fait, c'est plus exact, pour être honnête. C'est-à-dire, on ne peut pas ne pas être multiculturaliste, féministe, aussi sur le plan économique pour l'Europe, exactement, et européen, pour le libre-échange et voilà, pour la mondialisation et européen. C'est plutôt ça en vérité, plus qu'une pensée unique et plus que voilà. Et donc vous avez 80% de ça, et vous avez de plus en plus un pays, des populations, des millions de gens qui sont en sécession mentale avec ce discours. Et ces gens-là n'achètent plus de journaux à cause de ça, moi je suis convaincu de ça, et ne regardent plus beaucoup, ou alors zappent les émissions de télévision, ou regardent que d'une oreille, ou que d'un œil, en disant, de toute façon ils m'emmerdent, ils disent toute la même chose, cela. Et depuis quelques années, les patrons de presse, de médias, de télé, les plus fins, on dira, moi je pense que le tournant c'est le référendum de 2005, avec un premier avertissement avec Le Pen au 2e tour en 2002. Et peut-être les plus intéressés, puisqu'il faut faire de l'audience. Bien sûr. Je disais ça en passant. Bien sûr, bien sûr. Essaye de trouver des gens qui parlent la langue, une langue quasiment devenue étrangère, qui est la langue française d'avant 68. Non mais c'est ça. Moi je le précise comme ça, c'est que le discours que je tiens, je vous assure que les plus anciens le savent, et c'est les plus jeunes qui l'ignorent et qui me regardent avec des yeux ronds, le discours que je tiens est le discours du roman national français qui dominait jusqu'au général de Gaulle. Franchement, honnêtement, c'est pas malhonnête que de dire ça. Simplement, il est devenu, ce discours-là, marginalisé. Et il a été tué par le consensus 68A. Donc je reviens à mes patrons de presse, les plus malins, les plus, t'as raison, les plus aussi ceux qui veulent faire de l'audience, cherchent des gens qui expriment ce discours-là parce qu'il est en phase avec des millions de gens. Et le problème, c'est qu'ils ne trouvent pas. Pourquoi ils ne trouvent pas? Parce que la génération des éditorialistes vedettes sont tous des générations qui sont nées en 45. Je veux dire, Duhamel, Gisbert, machin, tous ces mecs-là, que j'aime beaucoup, pour lesquels j'ai un grand respect, parce qu'en général, ils sont cultivés, etc. Et intelligents. Et intelligents, absolument. Ils sont tous dans le consensus 68A, puisque c'est eux qui l'ont inventé et qui lui doivent leur carrière. Deuxièmement, les jeunes journalistes, intellectuels, qui ont, disons, 30 ans, sont soit, je parle des journalistes complètement incultes, ils comprennent rien à ce que je viens de vous dire déjà au bout de 5 minutes, soit, à toute façon, non mais c'est vrai, soit, à toute façon, ils sont tellement, comment dire, acculturés, je sais pas comment on peut dire, ils sont tellement conditionnés par le discours des aînés que de toute façon, ils ne peuvent même pas penser ce que je dis. Voilà. Je plaisante pas, c'est ça. J'ai été interviewé par un jeune homme de Libé qui a fait 2 pages, tu as vu, sur moi.
ils me regardaient comme si je parlais d'un temps de Louis XIV, comme si j'étais, en gros, un type qui revenait des croisades. Vercingétorix. Ouais, je revenais des croisades et je lui donnais un discours incroyable. Ce qui est vrai en plus. Ce qui est vrai. Il avait raison. Ah, il avait pas tort. Non, mais je vous assure, c'est ça aujourd'hui le monde intellectualo-médiatique. Et au milieu, il y a les zombies comme moi qui, pour des raisons d'abord de génération, parce que je suis entre les deux, deuxièmement pour des raisons d'histoire familiale, parce que dans ma famille des Juifs d'Algérie, on est hyper patriotes, on est hyper gaullistes, on est, tu vois. Oui. Et ça, c'est vachement important. Je m'aperçois que je retrouve un héritage énorme. Exactement. Et cet héritage, je le retrouve pour tout, même quand j'écris Le Premier Sexe, même quand j'écris Mélancolie française. Voilà. Donc tout ça se mêle. Et puis moi, j'ai été, ce que je dis toujours à mes jeunes, comment dire, des jeunes journalistes, les jeunes confrères, aux concurrents, non, mais même pas concurrents, parce que ils ne peuvent pas, ils ne pensent pas comme moi, donc ils sont même pas concurrents. Mes jeunes confrères, je leur dis, moi j'ai été à l'école primaire dans les années 60. C'est-à-dire que c'est un monde que vous connaissez même pas. C'est un monde où on était bon en orthographe et on connaissait l'histoire de France. C'est un truc, n'essayez pas, c'est mort. Quand je parle de consensus 68A, il y a le langage qui va avec. Nous sommes dans un monde orwellien. C'est-à-dire un monde orwellien. Ils nous ont imposé un langage. Parce que tu comprends, quand ils te disent métissage, quand ils te disent diversité, quand ils te disent multiculturalisme, ça ne veut pas dire ce que au départ ces mots voulaient dire. Quand ils te disent diversité, moi au début bêtement, je leur disais mais la France elle est diverse depuis 1500 ans. Il y avait les types du Nord, il y avait les types du Sud, il y avait les Celtes et il y avait les Méditerranéens. C'est divers ça. Elle n'est pas diverse. La diversité, c'est en fait les accommodements raisonnables. Ça veut dire la négociation entre cultures. C'est ça que ça veut dire. Dans leur langage. Tu comprends? Donc moi, je leur dis, bah non, alors je suis contre la diversité. Et ils disent, bah alors t'es raciste et contre les Noirs et les Arabes. Voilà. C'est ça la discussion aujourd'hui à la télé. Mais c'est une vraie discussion aussi, peut-être. Comment? C'est une vraie discussion. Ah mais non, oui. Mais c'est une vraie discussion s'ils acceptaient les vrais mots. C'est-à-dire que s'ils acceptaient de dire, voilà, notre projet, c'est un... D'ailleurs, au début, ils le disaient, il y a 25 ans, tu te rappelles? SOS. Exactement. Notre projet, c'est le multiculturalisme, c'est-à-dire la négociation entre cultures. Pourquoi pas? Exactement. Pourquoi pas? D'ailleurs, je te signale, je le cite dans le livre, que c'est dans une décision de l'Europe. Tu as vu? Négociation à égalité entre cultures. Moi, je pense que ça, c'est la mort de ce pays. C'est-à-dire que c'est le contraire du modèle assimilationniste français qui fait qu'on impose... Et pourquoi appeler mort ce qui est une transformation? Parce que pour moi, cette transformation-là, c'est la mort. Parce que la France... Mais parce que... Pourquoi je te dis ça? Parce que je t'ai dit au début que la France, elle s'était construite culturellement sur le modèle romain. Donc si elle renonce... Non mais je t'assure que c'est essentiel. Si elle renonce à son impérium, tu vois, on revient comme au début, son impérium culturel... Eh bien, pour moi, c'est la mort. Voilà, c'est tout. Non, mais Non, mais je comprends très bien, bien sûr, c'est un argument tout à fait... Mais les temps changent. C'est-à-dire que l'assimilation est déjà un objectif perdu. Mais c'est pour ça que je dis, voilà où nous allons. On a le droit de ne pas être d'accord avec moi. Mais je dis, puisqu'on a renoncé à ça, on va à ça. C'est pas forcément la guerre civile, c'est tout ce que je voulais dire. Parce que la guerre civile me semble être une chose tellement rude, violente, que ça ne peut pas être le seul résultat, le seul horizon et le seul résultat d'une transformation. Tu as raison, c'est ça que tu as raison. Mais tu sais aussi que la vie dans certains quartiers, c'est déjà l'enfer. Et que les flics se font tirer dessus. Et que quand tu parles avec les maires de banlieue, ils te disent c'est la guerre civile tous les jours. Alors, peut-être qu'ils exagèrent, mais en tout cas... c'est déjà des mots qu'ils emploient. Des mecs comme Dillin, des mecs comme... tu sais, ils emploient ces mots-là déjà. Mais moi, j'aime bien qu'on regarde dans une affaire les responsables de l'affaire. Et les gens qui ont décidé de fabriquer des quartiers d'une certaine façon. Et d'accepter que, prévu pour 10 000 habitants, il soit 50 000. Et que dans les écoles, on envoie les derniers professeurs certifiés. Et que, etc. On prend des risques. On prend des risques. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, le problème, c'est que d'abord, il y a deux choses. Un, c'est, comme je t'ai dit, comme j'explique dans le livre, et ça, on ne me permet jamais de le dire. Les maires disent ça, en tout cas. Oui, mais les maires, ils ont le nez sur le guidon, dans le guidon.
Ils sont élus. Ah, mais bien sûr, non, mais attends, ils ont une responsabilité énorme et c'est très difficile d'être maire de banlieue. Je suis tout à fait d'accord. Ce que je veux dire, c'est que la religion, l'alliance entre la religion des droits de l'homme et le capitalisme mondialisé, parce que c'est ça, a complètement rendu inopérants les États et a fait qu'en fait, ils ne maîtrisent plus la politique d'immigration depuis 30 ans. C'est-à-dire qu'on reçoit à peu près 200 000 immigrés tous les ans, réguliers je parle, et on ne maîtrise rien. C'est-à-dire que la gauche, la droite, tout ça c'est du pipeau, c'est la même chose. D'ailleurs, l'autre jour j'étais à la télé avec Besson, je lui ai dit, vous faites la même politique que la gauche. Personne ne contrôle. Mais ça, attends, c'est la fin de la souveraineté des États, c'est-à-dire qu'on ne choisit plus. C'est très important. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, comme tous les modèles sont en crise et comme on a renoncé à assimiler et donc à transformer, à imposer aux gens un modèle culturel, les autochtones, si tu veux, à partir d'un certain basculement démographique que je décrivais dans mon précédent roman Petit Frère, ils estiment qu'ils ne sont plus en France. Tu vois, c'est ça que je te dis. C'est-à-dire que comme la France est définie par une culture et par un mode de vie, à partir d'un certain moment, comme les gens, on ne les a pas assimilés et qu'ils vivent selon leur culture à eux, et c'est bien naturel, si tu veux, puisqu'on ne leur a pas imposé la nôtre, les autres, les autochtones, s'en vont. Donc le ghetto, il est créé parce que les autochtones ont fui, parce que le niveau scolaire ça a trop baissé, parce que, etc., etc. Tu vois, et puis parce qu'on ne vit plus à la française. C'est ça qu'ils disent les gens. Ils disent on n'est plus en France. C'est bête de dire ça, mais en même temps c'est très profond. Ça veut dire qu'il n'y a plus la culture française, le mode de vie français. On va demander à la salle tout à l'heure de pouvoir poser des questions, parce que ça me paraît bien. Je voudrais juste éclairer un dernier point que je trouve un tout petit peu, que je n'ai pas très bien compris. À un moment dans le livre, dans le dernier chapitre, évidemment, il y a « La loi nous interdit en ce moment de parler des choses telles qu'on devrait en parler ». La loi, c'est-à-dire le fait qu'on n'ait pas le droit en France aux statistiques ethniques, etc. C'est-à-dire que la loi républicaine interdit d'avoir la religion de quelqu'un et d'avoir l'origine qui est la sienne. En fait, le problème, c'est qu'on vit sur une hypocrisie. C'est que, d'un côté, on a cette loi, et que je trouve bonne, tu vois. Mais d'un autre côté, depuis 20 ans, depuis 25 ans, on fait l'exaltation des différences, l'exaltation des cultures, l'exaltation des ethnies. Et alors, quand c'est pour le bien, tu comprends, quand c'est des footballeurs, on vous dit, vous avez vu, c'est formidable qu'il y ait autant de noirs parce qu'on gagne, l'équipe de France de 98, on vous dit c'est... Black Bambler. Exactement. D'ailleurs, je remarque, quand ils perdent, on ne vous dit pas que c'est parce qu'ils sont noirs, et heureusement. Mais tu vois la perversité de la première... Du premier slogan. Et oui, c'est là qu'on voit la perversité. Donc, mais quand c'est des délinquants ou des machins, quand c'est négatif, là on n'a plus le droit, on se dissimule derrière cette loi. C'est ça que je récuse. Moi je suis pour cette loi, mais alors pour tout. Je suis content de l'entendre parce que le doute était introduit par la phrase. Mais alors c'est toujours la même chose, c'est que, tu comprends, quand tu es à la télé, tu n'as que des gens qui se servent de cette ambiguïté. Tu vois, pour te dire c'est formidable, les différences, machin, le droit à la différence, etc. Et après, quand tu leur dis oui, mais ça pose aussi des problèmes, et tu dis ah, stop, on est tous français et on n'a pas le droit d'exciper des différences. Là, tu leur dis merde, quoi. C'est tout.